Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'être frère? Comment se rencontre-t-on ou pas? Jusqu'où et jusqu'à quand peut-on réparer une relation abîmée, voire détruite? On va poser toutes ces questions et bien d'autres à Grégoire Delacour, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, Jules César, question du jour. Vercingétorix fut-il toujours l'ennemi de César? Il y a un indice, parce que si on vous le demande, c'est quand même qu'on se pose la question. Bref, réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Alfred de Montesquieu. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste, sur son plateau repas. Une belle chronique sur le lien entre nutrition et sommeil. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Polaroid du frère, c'est le titre du nouveau livre de l'écrivain à succès, Grégoire Delacour. Il vient de sortir ce livre aux éditions Albin Michel. C'est un collage de 188 fragments, 188 Polaroid, certains aussi brefs qu'un haïku, d'autres formant des récits qui pourraient presque s'apparenter à de petites nouvelles. Et au fil des pages, du collage de ces fragments émerge un tableau, celui de vie fracassée par l'inceste. Grégoire Delacour, bonjour. Bonjour. Ce sujet de l'inceste paternel, vous l'aviez déjà abordé dans Mon père et puis surtout dans L'enfant réparé. Il était alors question de vous. Cette fois, il est question de votre frère, dont vous apprenez le décès en juillet 2022. Vous êtes à New York. En train de faire un puzzle. C'est-à-dire dans la vraie vie, on est dans la vie, dans la joie. Et j'ai toujours pensé que le malheur était... D'où le puzzle des Polaroids du frère, parce que ça fait un peu puzzle, le bouquin. Oui, peut-être inconsciemment. Mais on est toujours à un coup de fil du malheur et de la joie en même temps. Et le téléphone sonne et c'est ma sœur, elle m'annonce que notre frère vient de mourir. On l'a retrouvé mort, il était mort depuis quelques jours, pas mal de jours d'ailleurs. Et c'est très curieux, il est plus jeune et on s'effondre. Je veux dire, et je comprends qu'on voit dans les films, vous savez, les gens apprennent un décès, ils tombent par terre. Heureusement, j'étais assis. Mais je me suis senti, tout disparaît, plus de force. Et donc, j'ai essayé j'étais en train de renouer avec lui, parce qu'il faut dire, pour la petite histoire, on va le dire, bien sûr. 30 ans, 3 décennies que nous ne nous étions pas vus. Et je commençais depuis un an à renouer avec lui, à me chercher à relier, à nous retisser quelque chose qui avait été perdu et abîmé. On comprendra plus tard dans le livre pourquoi. Et je lui ai écrit un petit peu. Et là, je lui ai écrit, et puis il est mort. J'ai dit votre frère, vous avez dit mon frère, de manière très naturelle, comme si la définition de ce qu'est un frère coulait de source. C'est pas du tout le cas, et c'est la grande question, une des grandes questions qui habite tout votre texte. C'est quoi un frère? Je sais pas. Il a fallu qu'il meure, je crois, pour le savoir. Un frère, c'est un mot extrêmement curieux, c'est un mot vaste, large, c'est un paysage. Ce mot, on parle de frère d'armes, on parle c'est au-delà de quelque chose de biologique. Oui, du sang, d'avoir un parent en commun. Je crois que j'ai compris en ce qui me concerne qu'on est frère, on est aussi frère quand on permet à l'autre de ne plus être seul. Et je crois que ce qui nous est arrivé à lui et moi fait que je me suis rendu compte après sa mort que j'étais plus seul dans mon chagrin, dans mon histoire. Et je crois que c'est ça le lien, la fraternité. Elle n'est pas forcément dans la vie, elle est dans ce lien qui fait qu'on n'est pas seul. Et qu'on peut se coucher le soir, on se dit, je ne suis pas seul dans mon malheur, je partage ça avec un autre, des autres. Et c'est pour ça qu'on parle de fraternité. Mais c'est vrai que la question, c'est quoi un frère, m'a été très, très... c'était difficile. Il n'y a pas de mot non plus pour décrire, vous le dites, un frère qui a perdu un frère. Ouais. C'est pas un veuf, c'est pas une veuve, c'est non. pas un... Alors, il n'y en a pas pour les parents qui perdent un enfant et pas pour les frères. C'est assez troublant d'ailleurs, parce que ne pas nommer les choses, c'est un peu les nier. Et que c'est quand même quelque chose de très puissant de se retrouver sans frère et de ne pas pouvoir le nommer. C'est-à-dire, on est amputé de quoi s'il n'y a pas de mots? Votre frère, qui écrivez-vous, est né avec un fardeau d'épines. Oui, je crois qu'il avait... Vous avez un an d'écart. Un peu moins, oui. Un tout petit écart qui d'ailleurs pose question dans la famille. Oui, avec le recul, c'est est-ce que dans ces années-là, on est en 61, voilà. Ma mère est très jeune, est-ce qu'on fait 2 enfants coup sur coup à 3 mois après ma naissance, je veux dire. C'est ça. Et c'est vrai il a dû se poser, on s'est posé la question de l'accident, du désir d'enfant, etc. Et c'était très très tôt, c'est-à-dire que c'était compliqué pour tout le monde, bien sûr. Depuis MeToo Inceste, on s'est familiarisé avec la notion de dissociation traumatique. On sait que le cerveau peut, sinon effacer, du moins enfouir un certain nombre d'épisodes insupportables. Pour vous, ça a tenu longtemps, cette chape de protection, cette chape de silence sur l'inceste. Vous faites l'hypothèse que ça n'a pas été le cas pour votre frère et que lui a mis des mots et a compris a pas su se protéger d'une certaine façon. Oui, enfin, je crois que lui... Il n'a pas mis en place de mécanisme de défense. Oui, enfin, c'est une autre biologie, une autre chimie chez lui. J'ai envie de penser maintenant, avec du recul, que lui est resté dans la nuit.
Il est resté dans cette lâcheté, dans cette chose. On ne sait pas ce qui se passe, c'est la nuit où tout se confond, les ombres, il n'y a plus rien, il n'y a pas de lueur. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la lumière, le jour. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé la vie, même si c'était pas facile. J'ai aimé le bruit de la vie, la vitesse. Et peut-être ça a occulté beaucoup de choses. Ça m'a évité de ruminer comme on le fait la nuit. Jusqu'au jour où ça ressort quand même. Et lui, très vite, avec les livres, c'est ressorti en écrivant. Et lui, je crois que très vite, vers 20 ans, tout s'est cassé la figure, quoi. Et très vite, avant même de connaître les circonstances exactes de son décès, un doute vous étreint. J'ai pensé que j'étais pour quelque chose dans ta mort, lui écrivez-vous, vous vous adressez à lui d'ailleurs. Je pense que j'ai par absence, par éloignement, je me suis pas occupé de lui non plus, je pouvais pas, mais ces 30 ans, c'est quand même lourd à porter maintenant. Je me dis, voilà, alors oui, sans doute que j'aurais pu l'aider si on avait partagé notre chagrin commun, le mal qui nous a été fait, on n'en a jamais parlé, lui et moi, comme si l'un et l'autre avaient peur de faire peur à l'autre ou peur de la honte que le frère pourrait avoir pour son frère. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas partagé et qui était essentiel. Alors oui, dans ce silence, puisque moi je dis, j'ai souffert beaucoup de silence des autres, mais j'ai moi-même été dans le silence par rapport à lui, et je crois que je l'ai laissé seul dans ces impossibles frayeurs, quoi. Je porte les pierres de mes fautes à ne pas être venu à ton secours, à être toujours parti et revenu trop tard. Ouais. Écrivez-vous, pourtant ça fait 30 ans, vous l'avez dit que vous ne vous parlez plus, ou quasiment. Bon, et pour cause en même temps, parce que votre frère est pris dans ses... comment appeler ça, dans ces démons, dans des formes de violence, et voilà, au sens, quand on dit saute à la gorge, c'est au sens propre du terme, vous racontez la scène. Un chien qui veut vous étrangler. Oui, absolument. Voilà. Et ça a eu lieu. C'est aussi pour ça que vous arrêtez de vous parler quand même. Oui, parce que j'ai un peu peur. Non, je veux dire, on ne va pas passer sa vie à avoir peur que l'autre vous égorge. Oui. Et c'est vrai qu'il a eu cette chose improbable, cette pulsion de violence. Mais je crois que c'est un langage. Je crois que quand on n'a plus les mots, on s'exprime autrement. Le corps gueule, le corps crie, on égorge, qui est une manière d'embrasser aussi finalement. Et c'était sa manière à lui de dire qu'il ne supportait plus quelque chose de nous. Et je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même eu peur, parce que c'est un sacré gaillard, très beau, très grand, très très fort. Et j'ai dit, je ne vais pas mourir, je n'ai pas envie d'en prendre plein la figure. Avec le recul, vous dites, il doit tout de même y avoir un lien très fort entre deux frères, lorsque l'un cherche à tuer l'autre. Oui, on peut relire la Bible et tout, il y a des trucs formidables. Mais c'est troublant. Ouais. C'est troublant, cette capacité comme s'il n'y a pas de place pour les deux, quoi. Comme si toujours l'un doit supplanter l'autre, parce qu'il y a toujours le regard en premier d'un parent sur vous, en second, et qu'il y a des choses très très floues et des peurs de ne pas être aimé dans tout ça. Ça vient de là, je crois. Et puis il y a votre sœur, qui est quand même assez présente dans le récit que vous faites. C'est une sœur romanesque. Qui a gardé le lien. Oui, elle a gardé, elle était formidable d'ailleurs. Elle s'est beaucoup occupée de lui après le décès de notre mère. Ouais. Elle avait fini par rompre. Pardon ? Elle avait fini par rompre avec lui. Oui, parce qu'à un moment, c'est agaçant. C'est le malheur des autres qui arrivent avec leur armoire pleine de chagrin, qui vous jettent tous les jours sur la figure. Et à un moment, on a besoin de prendre un peu de recul, à la fois pour soi et puis pour pouvoir continuer à aider. On ne peut pas être dans l'immensité du malheur de l'autre. C'est trop lourd. On ne peut pas porter ça. C'est une sœur romanesque ? Oui, parce qu'il y a des choses, comme j'ai dit au début, c'est un roman photo. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, de l'ordre de la réalité. Ouais. Et le roman, c'est la vérité. Et quand j'essaie de tracer le pont entre la vérité et la réalité elle dit rien, elle est réelle, voilà, on est là tous les deux, on parle, c'est réel, mais ce qu'on dit, ce qu'on échange, ce qu'il y a entre nous, dans les regards, entre les mots, ça, on essaie de toucher une vérité importante, et je crois que pour se protéger, elle a pris un peu de recul, et c'est normal. Polaroid du frère, c'est cet appareil photo, le Polaroid à tirage instantané, dont les premières versions, ai-je découvert en révisant, sortent il est comme ça le garçon, dès les années 50. Vous deviez savoir ça, moi je ne savais pas, il ne se démocratise que dans les années 70. Ouais. Et votre livre, c'est aussi un exercice de mémoire sur ces années, les cigarettes qu'on fumait, la Valstar, les musiques qu'on écoutait, les séries télé, on disait les feuilletons. Ouais, il y avait un petit plaisir de votre part à revisiter aussi ces années 70 qui peuvent, dans l'actualité dans laquelle on est aujourd'hui, apparaître un peu comme des années bénies. C'est juste avant la crise pétrolière, il y avait encore le plein emploi. Oui, ceci dit, il y a plein de choses formidables aujourd'hui aussi. Il faut pas, on n'oppose pas le passé, le présent, le futur. C'était un moment, j'avais 10-12 ans, c'était un moment formidable. Il y avait la télévision.
Mon père avait loué une Pison brosse noir et blanc. Il ne croyait pas du tout que ça allait marcher à la télé, donc il ne voulait pas acheter, il avait loué. Et c'était assez magique. Il y avait 2 chaînes, mais c'était... Voilà, il y avait ces bonheurs-là. TF1 et School TV, voilà. C'était simple, c'était cool à l'époque. On avait moins de concurrence. TV, bien sûr. Premier. Et aujourd'hui, il y a Netflix, par exemple, ou d'autres, et il y a des milliers de films, et c'est autre chose, et c'est bien aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un petit parfum. Il y a quand même une petite saveur 70s dans le bouquin. C'est associé à des moments de joie aussi, d'enfance belle, parce que tout n'est pas vilain dans ce qu'on a vécu. Polaroid du frère, c'est qui sur la photo? Alors c'est mon frère à gauche et moi à droite. Voilà, sur la photo, sur le bandeau. Grégoire Delacour, ça vient de sortir, c'est chez Albin Michel, et on retrouve Grégoire Delacour dans quelques instants. On révise notre culture G ici. Oui, on est comme ça, c'est toujours ça. J'en ai besoin. Allez, Jules César. Et nous retrouvons comme tous les jours depuis le début de la semaine Alfred de Montesquieu. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Et je rappelle à celles et ceux qui ne nous seraient pas fidèles que vous êtes grand reporter, essayiste et réalisateur et que vous venez de publier chez Alary Éditions, moi Jules César, au dessin Neville, aux couleurs Véran Otero. Je précise que vous aviez aussi eu un prix Albert Londres en 2012, respect, de journaliste, et que vous avez réalisé plusieurs documentaires, dont Jules, série en 10 épisodes de 26 minutes, disponible sur MyCanal sur le même sujet. Alors notre question du jour était, Vercingétorix fut-il toujours l'ennemi de César? Moi je vous avoue que j'en étais resté à Astérix et Obélix, et je me suis dit oui, et en fait... Eh ben, bonne question, c'est une question très fine. En fait, Vercingétorix a certainement été l'ami, et même l'ami proche de César. On a un auteur qui nous dit qu'il a même été contubernalis. Ils habitaient ensemble. Contubernalis, c'est-à-dire il a dormi sous la tente de César. Voilà. Alors, ils n'étaient pas forcément 2 sous la tente, même si effectivement, chez Suétone, les allusions à l'homosexualité de César ou à la bisexualité de César sont constantes, et les allusions en fait que leur amitié a été non seulement proche, mais très proche. Donc on ne sait pas exactement jusqu'où. En tout cas, sous la tente, il y avait beaucoup de monde. C'est ceux qui dormaient sous la tente du général. C'était en tout cas une marque d'amitié et de faveur. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que, ce qu'on suspecte très fort, c'est que Vercingétorix a été envoyé en fait comme otage, si on veut, ou comme gage d'amitié par le père, en fait, plutôt par par son oncle, qui était le chef des Arvernes. Il faut savoir que dans toutes les grandes... peuplades Gaule, une des grandes de la Gaule. Voilà, qui correspond à Clermont-Ferrand aujourd'hui. L'Auvergne, Gergovie, Arverne, voilà. On parlait de... Le bouclier Arverne, je l'ai. Voilà, c'est le bouclier Arverne. J'ai la ref. En fait, il faut comprendre que dans toutes les grandes tribus, dans tous les grands peuples gaulois, ce qu'on appelait les cités gauloises, il y avait toujours un parti pro-gaulois, et un parti pro-romain et un parti anti-romain. C'est ça. Et c'était souvent en fait le parti de l'aristocratie et des commerçants qui étaient pro-romains parce qu'ils négociaient du vin. Ils faisaient des affaires avec les Romains qui, rappelons-le, occupaient déjà un bon quart sud de la Gaule. C'était ce qu'on appelait la Provincia, qui a donné le nom Provence. Donc les Romains étaient déjà là en fait. Ils n'étaient pas là en Gaule celtique. Donc César lui arrive en Gaule celtique à partir du début de son proconsulat. Et il y a un parti qui dit bon, on n'a qu'à accepter. Finalement, ça fait une pax romana, c'est bon pour les affaires. Et il y a un parti qui dit non. Et Vercingétorix jeune est envoyé probablement comme otage, ami, et il apprend les techniques militaires du coup. Il comprend assez bien les Romains puisqu'il a probablement combattu à leur côté. Et puis à un moment, il prend la tête du parti anti-romain de sa tribu, donc des Arvernes, contre son oncle. Il prend le pouvoir contre son oncle, et puis il prend la tête du coup de la grande révolte gauloise. Et si je vous ai bien lu, c'est possiblement une des raisons pour lesquelles, quand Vercingétorix dépose les armes, Jules César non seulement l'emprisonne, mais veut absolument le montrer dans Rome en triomphe, de l'humilier, parce qu'il y a une dimension de traîtrise finalement. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est pas seulement un ennemi. César, on a parlé des phrases de César, il a des phrases géniales, notamment une d'un cynisme absolu qui est « J'aime la traîtrise, mais je hais les traîtres ». Et en fait, dans le cas de Vercingétorix, on pense que Vercingétorix, qui se livre à César, oui, la bataille, elle n'est pas gagnée, mais on pourrait encore avoir une sortie à Alésia. Et là, il dit aux autres chefs gaulois, écoutez, j'ai pas envie que vous mouriez tous, je vais aller moi me rendre à César, et puis comme ça, vous rentrez chez vous, grosso modo. Et il s'attend en fait à ce que César soit clément envers lui, parce que César est connu pour sa clémentia, sa clémence. Et César, en fait, alors nous on lui fait dire « je t'ai trop aimé autrefois pour te pardonner aujourd'hui ». Mais en gros, oui, on sait qu'il ne supporte pas la traîtrise de Vercingétorix parce qu'elle le touche trop intimement. Et effectivement, il l'envoie à Rome pour préparer son triomphe, puisque dans les triomphes, traditionnellement, on exhibe les vaincus, sauf que dans le cas de Vercingétorix, le malheureux, comme il ne peut pas triompher tout de suite parce qu'il y a César à la guerre civile, ces guerres, et ouais.
Il a 6 ans d'attente dans une Et prison à tel point, atroce. dites-vous qu'il faut le maquiller pour le montrer dans sa cage au Tellement Romain, tellement parce il que est sinon, maigre. il fait plus très peur, quoi. Ouais. C'est le En chef fait, il fait pitié aux Gaulois. C'est ça. Il fait pitié aux Romains. Romains, Et ouais. les Romains ont souvent, on a des traces comme ça de compassion. Nous, on les voit jouissant du sang des chrétiens après ou des gladiateurs, mais en fait, ils ont une forme de compassion. Et il ne veut pas que César ne veut pas que les Romains se disent le malheureux. Enfin, il est tellement maigre. On lui met un petit peu de rose aux joues. Voilà. Et après, on l'étrangle quand même. Et on précise, On le on fout aux l'étrangle gémonies. quand même. Là, clac, on l'étrangle. Et on précise quand même que, parce que vous avez parlé de Gaule celtique, que c'est César qui baptise la Gaule, enfin les Gaulois, et également qui dessine à l'époque, on y reviendra peut-être d'ici la fin de la semaine, mais qui dessine aussi des frontières qui existent toujours aujourd'hui, et notamment les Germains à l'est du Rhin, Tout à fait. les Gaulois à l'ouest. On vit beaucoup dans le cadre mental que nous a créé César. Dans quelques mois, on sera en juillet, c'est le mois de Les Julie, c'est un mois qui a été nommé du nom de la famille de Jules César. Merci beaucoup Alfred de Montesquieu. Moi, Jules César, c'est chez Alary Éditions, c'est une super bande dessinée. Les dessins sont de Neville et on se retrouve demain, une dernière fois. La question sera, Jules César est mort de 23 coups de couteau. Combien de ces coups étaient mortels? Tadam, suspense jusqu'à demain pour l'instant grand oral. Grégoire Delacour, votre frère, est mort après avoir fait une chute qui au fond aura duré 40 ans. Parce que ça revient dans tout le bouquin de la chute. Vous dites la chute, pensant à cet instant qui va lui être fatal, où il se casse la figure chez lui. On suppose, ouais. On suppose, en plus, on bien sûr, parce qu'on le retrouve. Il y a beaucoup absolument. de sang, etc. Et la logique veut qu'il soit tombé, qu'il soit cogné. Et je crois que sa vie, vous avez raison, c'est une chute, il tombe. Et on tombe où? Dans la tombe. Il y a une homophonie absolument incroyable entre tomber et tombe. Et je crois que ouais, sa vie, ça a été une chute. Et on a tous essayé à des petits moments de le rattraper, mais on n'a jamais les bras assez forts pour soutenir quelqu'un qui tombe et qui se laisse tomber. C'est lourd, un homme qui tombe. Et oui, c'est ça, vous avez raison. Ça me touche ce que vous dites, c'est ça, c'est une chute. Et c'est vertigineux de voir quelqu'un tomber. Souvenez-vous, les gars, le 11 septembre, qui se jetaient. Qui tombaient et qu'on ne montrait pas d'ailleurs. Ouais. Il y a eu des témoignages après qui tombaient des tours du World Trade Center. Ouais. C'est quelque chose de bouleversant parce qu'on se dit même si on se met en bas, on va être écrasé par la chute de l'autre. Et il y a cette incapacité de sauver l'autre parfois aussi qui est terrible. Cette chute, elle se précipite à son retour du service militaire. Il le fait à Berlin, ce qui est un grand classique de l'époque. On faisait son service à Berlin. Et cette bascule-là, elle vous reste très mystérieuse. Oui, parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il n'en parle pas. Mais vous ne formulez pas d'hypothèse, sauf si je vous ai mal lu. Non, il n'y a pas. Je sais. Ce que je disais, parce que vous faites plein d'hypothèses sur plein d'autres choses. Oui, mais je sais que ce grand beau garçon, moi j'ai pas fait l'armée à l'époque, mais il était très content de partir, il est rentré, il était cassé. Il y avait quelque chose de cassé en lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a un rapport dans notre famille pas la guerre, mais l'armée. Mon père était en Algérie pendant 3 ans, il n'en parlait jamais. Mes oncles n'en parlaient jamais. Il y a une sorte d'omerta quand même sur l'Algérie. Il faut savoir que c'est des gamins, ils sont partis à 18-20 ans, ils se fiançaient à peine, ils sont rentrés 3 ans plus tard. Ils se retrouvent dans le Djebel, ils font des trucs pas toujours... où ils voient des trucs pas toujours... Et ma mère disait, c'est incroyable, votre père, quand il est rentré, il n'a plus jamais ri après ces 3 années. Donc, il y a quelque chose lié qui est dur. L'armée, c'est magnifique et dur à la fois parce qu'il n'y a plus de niveau social, il n'y a plus rien, il n'y a plus de culture. On est tous logés à la même enseigne, aussi bien les forts en gueule, les dangereux, les doux, les poétiques, les romantiques. Et lui, il s'est retrouvé dans cette machine et il est rentré. C'était pas le même garçon. Il a plus voulu faire d'études. Quelque chose, je crois, s'est vraiment cassé à ce moment-là. Je crois parce que je peux le dater, je le vois. Quand on vous lit, en tout cas, on se dit que la chute, si jamais il y a une espèce de bascule, alors je ne sais pas si elle commence. En tout cas, il y a un effet d'accélération. Il y a un effet on peut dater là sérieusement. Il y a un effet où ça tourne. Un jour, il tente d'incendier la chambre dans laquelle vit votre père. Ouais. Et chose terrible dans la famille, on le qualifie lui, votre frère, d'enragé, parce que, alors même que le soupçon est plus qu'explicite, s'il y a un enragé dans l'eau et s'il y a quelqu'un à qui faire un reproche, c'est votre père. Bah oui, mais c'est très facile de toujours retourner la violence contre celui qui l'a subi, surtout quand on est petit, qu'on est sans défense. Et puis à l'époque, le père, il est l'autorité. Mon père, c'est un notable. Il est président du tribunal de commerce de la ville. Il est patron d'un grand magasin qui fait l'admiration de milliers de clientes jusqu'à Calais, qui viennent
de loin. Parce qu'on est dans le Nord, il faut le rappeler. Et la parole d'un enfant, ça vaut rien. On ne peut pas broyer les familles, on se tait. On privilégie l'économie de la famille. L'homme seul travaille, la femme ne travaille pas. Donc si l'enfant a une déconvenue, c'est tout, c'est comme ça. Il n'a qu'à gérer l'enfant. Ouais. C'est quelque chose que vous avez vécu, vous aussi, ce renversement du stigmate. Quand vous avez commencé à témoigner, on vous a fait savoir que ça ne se faisait pas. Nous sommes du bon côté de la famille. Si nous nous coupons la langue, nous cousons nos lèvres et nous poignardons les yeux. Oui, il faut se taire encore. Écrit ou dit dans un entretien, je ne me souviens plus d'ailleurs, c'est dans le livre. Oui, c'est dans le livre. On est en 2025. C'est ça. Il y a MeToo, il y a eu tous les combats des femmes, de nos mères, il y a eu pour l'avortement. Oui, il y a eu tout ça. Et aujourd'hui encore, on se tait. Alors que c'est pas grave, je veux dire, ça a eu lieu, c'est important pour nous de se reconstruire, c'est important d'en parler pour les autres, pour les petits, pour savoir que ça existe et d'avoir les signes pour pouvoir s'en protéger le plus vite possible. Je ne comprends pas comment on est encore dans cette honte. Alors je sais que ça pèse pas lourd un enfant, je sais qu'il vote pas un enfant, donc on s'en fout un peu. Mais il y a encore un truc très très moche, je trouve, autour de tout ça aujourd'hui, alors qu'on a tous les moyens d'en parler, je veux dire. C'est-à-dire qu'on mette TikTok un petit peu un jour pour des choses comme ça et pas que pour l'anorexie ou ça me rend hystérique. Que ça, c'est une grande cause. Qui est par ailleurs un vrai problème aussi. Et Sandra Ferreira, qui nous rejoindra dans pas longtemps, vous le dira. Mais c'est formidable d'être supramince et tout. Il y a des enfants tous les jours qui en prennent plein la figure et il faut le dire, il faut témoigner. Et encore une fois, c'est pas grave de témoigner. C'est pas grave. Ce qui a eu lieu. C'est ce qu'on n'en fait pas qui est grave. Je reviens à votre frère, je reviens à cette chute. Il y a eu Berlin, il y a l'accélération, il y a surtout. Alors, on ne va pas forcément faire le lien sur ce plateau, vous ne le faites pas dans le livre, mais c'est un lien qui est fait par la recherche, c'est un lien qui est fait par les médecins, c'est un lien qui est fait par toutes les personnes qui travaillent sur l'inceste. Il est atteint d'une maladie mentale. Alors, votre frère, la psychose paranoïaque, non diagnostiquée, en tout cas dans un premier temps. Déni, on va dire, c'est diagnostiqué, j'ai trouvé les papiers. Vous allez trouver, on en reparlera, mais... Pardon, je vous interromps. Non, voilà. Donc c'est quand même aussi un bouquin là-dessus. C'est aussi un bouquin sur la maladie mentale. Sur la maladie qui, encore une fois, tue. Moi, je me souviens, dans ces années 60-70, avoir entendu, il y avait des films là-dessus, un homme était allé voir son généraliste, il disait « ma femme est folle, on l'enterre parce qu'il avait une maîtresse et que c'était facile ». Maintenant, c'est plus possible, il faut 2 ou 3 médecins et c'est plus sérieux. Mais c'était très facile de dégager quelqu'un, de les ranger. Et mon frère, donc, aurait été diagnostiqué avec des troubles psychologiques importants, mais rien n'a été fait. C'est ça, rien n'a été fait. Et vous parlez de ces ordonnances, parce qu'à un moment, vous fouillez tous les papiers, vous retrouvez tous ces contrats de travail, et Dieu sait qu'il y en a, parce que ça ne tient pas 15 jours, une semaine ici, 3 jours là. Voilà, vous retrouvez aussi les ordonnances, et sur les ordonnances, des listes de médicaments à tuer un cheval, écrivez-vous, et vous vous dites, tout était là, tout était nommé, tout était su. Et on n'a rien fait. La honte. Alors ça, je ne me permettrai pas de dire la honte, ni même de le penser. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre de la honte, c'est pas bien d'avoir un enfant pas normal. Ah oui, vous voulez dire la honte qui fait que eux... D'accord, autant pour moi. On protège, cette honte où on dit « mais non, tout va bien ». Je me souviens quand mon grand-père maternel est rentré, lui, très très brisé par d'avoir été prisonnier en Allemagne pendant la Deuxième Guerre. Il a très vite développé un Alzheimer assez jeune. C'était la maladie un peu honteuse, il perdait la tête et tout. Ils l'ont mis, ma famille, en Belgique. On n'en parlait pas. Oui, il se fait soigner. On ne disait pas trop. On n'aime pas montrer des souffrances. Or, c'est beau. Ça peut être beau aussi. On peut porter ces cicatrices comme des bijoux et c'est beau. Et c'est parce qu'on croit toujours qu'il faut taire nos infirmités, et elles finissent par nous bouffer. Alors que si on les assume, on peut être très très beau avec elles. Le silence qui bouffe. Pendant les 4/5 du livre, vous nommez votre frère par l'initiale de son prénom, R, et vous finissez par le nommer. Renaud. Oui, parce que j'aimais bien l'idée dans ce livre, par rapport à lui, de partir de son corps épouvantablement détruit et de le reconstruire. Vous savez, comme petit à petit, on retrouve on fait quelque chose son de identité. Beau, et on finit par le nommer, le baptiser, le ramener au monde. Grégoire Delacour, dans le livre, vous désignez, c'est ma dernière question, votre père sous le nom du corbeau. Et puis au détour d'une phrase, vous vous demandez si lui-même n'a pas été victime d'un autre corbeau. En clair, si lui-même n'est pas une ancienne victime d'inceste. Que je nomme comment, ce deuxième corbeau? C'est une super bonne question. C'est Corvidé. Corvidé, absolument, d'un autre Corvidé. D'accord, et hier, je déjeunais avec une lectrice qui m'a dit « mais c'est incroyable que vous nommiez ce prédateur, votre père, le corbeau. Écoutez bien, alors c'est très lacanien, mais écoutez bien, corbeau. Et Corvidé. » Et c'est terrifiant. Et j'ai pris ça et je me suis dit « mais évidemment, il y a un corbeau quelque part. »
C'était peut-être le corps de l'enfant. Vous lui faites bien une petite séance. À Non, mais c'est intéressant de se dire que l'écriture, les mots qu'on choisit, il y a Bien pas sûr, d'innocence, il y a bien quelque sûr. chose qui tisse sa toile pour dire cette vérité qu'on évoquait tout à l'heure, et que seule la littérature permet d'aller approcher au plus près. Ce que vous faites dans Polaroid du frère, c'est chez Albin Michel, ça vient de sortir, c'est signé Grégoire Delacour. Très beau livre, je dois le dire, composé de... il y a vraiment des moments de pure poésie, Oui, oui. et d'autres qui sont plus du récit, d'autres qui sont du documentaire, enfin bref, c'est extrêmement riche. Et je vous en recommande, vous l'aurez compris, vigoureusement, la lecture. Vous restez avec nous. Avec On plaisir. est jeudi chez nous, c'est jour de cantoche. Ah bah très bien. Hein, plateau repas, Parfait. petite faim. Ah oui. Allez, vous allez voir. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, c'est notre rendez-vous sur la diététique, la nutrition, et on parle aujourd'hui du sommeil, qui est un pilier fondamental du développement de l'enfant. Si on parle du sommeil, c'est parce que l'alimentation peut avoir une influence considérable sur le sommeil de nos enfants. Rappel bref de l'importance du sommeil. Oui, le sommeil, c'est important pour la croissance, pour le développement cérébral de nos enfants, de la gestion de leurs émotions, la concentration et même l'immunité. Ça vaut aussi pour les adultes. Ça vaut aussi pour les adultes. On le précise au passage. Plus pour la croissance, en revanche. Cet Ah, aspect-là ne fonctionne plus. Mais malheureusement, il y a de nombreux enfants qui ont des troubles du sommeil. Alors, vous allez peut-être reconnaître certains de vos enfants. Endormissement difficile, réveil nocturne, sommeil agité. Les causes, Emmanuel, sont souvent médicales ou psychologiques, mais on oublie assez souvent un facteur, l'alimentation. Parce que les habitudes alimentaires ont une influence sur les hormones du sommeil. Oui, les hormones, les deux hormones. On a la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil qu'on va sécréter, qui est produite naturellement par le cerveau à la tombée de la nuit. Et la sérotonine, qui est une molécule chimique qui va réguler l'humeur, mais aussi le cycle veille-sommeil, qui est précurseur justement de cette fameuse mélatonine dont je parlais juste avant. Et pour produire ces hormones, eh bien, on a besoin de certains nutriments qu'on retrouve où ? Dans notre assiette. Et donc, il y a des aliments qui aident mieux à dormir, comme par exemple une bonne saucisse de Morteau avec des lentilles. Bien sûr petit que 5%. non, Emmanuel. J'essaye à chaque fois. Toujours tenté. Ça marche jamais. C'est jamais. Un jour, peut-être que je dirais oui. Peut-être. Mais là, non. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, pas besoin d'acheter des compléments alimentaires en tout genre ou de changer radicalement le repas de vos enfants. Il suffit d'introduire des aliments vraiment simples, au bon moment, en bonne quantité, en bonne proportion. Déjà, le premier conseil, c'est au dîner qu'ils mangent quand même des glucides, des pâtes, du riz, des légumes secs. Ne pas faire un repas trop léger, du pain complet. Alors forcément, j'aime bien quand c'est complet, parce que les sucres vont se diffuser plus lentement. Et il faut savoir que dans ces aliments-là, les féculents, il y a une molécule, un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Et le tryptophane, c'est la matière première de la sérotonine. Dont on nous a dit que c'était l'hormone du sommeil. Eh oui, qui va permettre de ça marche, c'est magique. Et alors, il y a aussi alors des fruits qui sont riches en mélatonine, parce que c'est fruits et légumes. Oui, il y a des fruits spécifiquement riches en mélatonine et en plus en magnésium, ce qui permet de détendre au niveau du système nerveux et des muscles. Alors, il y a la cerise, le kiwi, l'ananas et le raisin noir. Et surtout la banane qu'aiment tous les enfants en général. Une demi-banane en dessert ou en compote au dîner, c'est une excellente idée pour améliorer l'endormissement. Mais vous vouliez me faire manger des bananes le matin au réveil aussi en disant que c'est bon, mais si ça m'endort pendant toute la journée. Non, ça endort pas, ça va vous endormir la journée. D'accord, c'est ça. Aider à endormir. Mais... Le lait. Un petit verre de lait avec du miel. Le petit verre de lait de la grand-mère avec du miel. Je dis de la grand-mère parce que ma grand-mère, c'est ce qu'elle faisait. Mais elle avait raison en l'occurrence. Elle a raison parce que le lait contient du tryptophane, encore cette molécule, qui va réguler le sommeil. Alors, je suis d'accord avec le verre de lait tiède. Il y a un peu côté rituel aussi qui est assez sympathique parce qu'il faut ritualiser le moment du sommeil. Attention à ne pas mettre une tonne de miel non plus parce qu'il ne faut pas que ça devienne trop sucré ou trop copieux. C'est du lait au miel, c'est pas du miel au lait. Exactement. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter ? Oui, j'imagine. Oui, et finalement, vous allez voir que finalement, c'est un peu commun à toutes les problématiques de santé et de nutrition. Tout ce qui est sucre rapide, on ne va pas donner des bonbons, des céréales sucrées, des jus industriels avant d'aller dormir. Ça va provoquer un pic de glycémie qui va rechuter brutalement derrière. Jamais. Des plats gras ou frits, n'est-ce pas, la saucisse que disait à l'instant, qu'évoquait à l'instant Emmanuel. Avec la Montbéliard non plus ? C'est pas idéal. Vous dormirez un peu moins bien aussi vous, les adultes, que les enfants. C'est un peu lourd. En fait, il faut éviter tous les repas copieux et tardifs. Parce que en fait, on fait un peu tout à l'envers quand même, globalement. On fait des bons dîners en se disant j'ai le temps derrière moi. En fait, on se rend pas à service. Sauf si vraiment vous vous couchez très tard. Mais un enfant n'est pas censé se coucher à 3h du matin. Donc ça devrait aller. Alors c'est vrai que pour résumer, un dîner
plutôt pas trop lourd et surtout 2 heures avant de se coucher, à peu près. Des rituels calmes après le repas, c'est important aussi, hein, lecture, bain tiède, lumière tamisée, on évite les écrans, je suis obligée de le rappeler, hein, qui bloquent la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, à cause de la lumière bleue. Et puis une routine, des heures de repas réguliers, des heures de coucher. Les enfants aiment tout ce qui est prévisible, en fait. Donc avec tout ça, vos enfants vont mieux dormir. Et bien voilà, vous suivez tous ces conseils-là, les enfants dorment bien grâce à Sandra, et puis elle vous donne plein de conseils. Allez, c'est là les 30 secondes promo de l'émission, Sandra, qui publie chez Vuibert 90 jours pour hacker votre métabolisme. Perdez du poids avec la meilleure des méthodes, mais sans régime. Sans régime, et c'est là où elle est extraordinaire. On l'a toujours su dans cette émission. Oui. On en reparlera un petit peu hein, des enseignements du bouquin. Vous voulez bien? Bon, en attendant, vous avez le droit de le lire. 90 jours pour hacker votre métabolisme. 90, c'est bien. 80 jours. Ça nous met, on est quoi pas par jour. Pour les gens pratique. Qui prennent leurs vacances en août. Ah oui, mais un conseil par jour extrêmement simple et qui ne parle pas que d'alimentation, je vous laisse découvrir. On va faire du sport. Stress, sommeil, sport, hydratation, microbiote. C'est fatigant vos trucs. Non, c'est vraiment simple. Disez n'importe quel petit conseil, vous allez voir. On le fera. Sandra, merci beaucoup. Grégoire Delacour, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. 45 jours, on va le partager. On fait moite-moite. Ça marchera à moitié. Moi, j'ai besoin plutôt de 120 en ce qui me concerne, mais c'est pas grave. Grégoire Delacour, Polaroid du frère, c'est chez Albin Michel. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.